I got a text about, asking if I wanted to go to his funeral, and I think they're trying to lure me somewhere. I'm worried that he's dangerous. He was lying to her, okay. And he's actually a sexual offender, and lied about his age and things like that. I would just like someone to accompany her. Every woman I've met or that came across, that I used my manipulation tactics to get what I wanted. Lorsque Lauren a décidé de fréquenter l'université de l'Utah, elle a été recrutée pour devenir membre de l'équipe féminine d'athlétisme. Elle a été championne de l'État de Washington au saut en hauteur et s'est classée 10e à l'heptathlon au championnat junior en plein air. Elle avait le choix entre plusieurs autres collèges et bourses. Sa mère Jill, qui était membre de la faculté de l'université de Washington avec son mari, a déclaré « Lauren était une athlète vedette depuis sa tendre jeunesse, elle aimait grimper aux arbres dès l'âge de 2 ans. Ses professeurs, entraîneurs et coéquipiers avaient un grand respect et une grande estime pour elle en tant qu'athlète. C'était quelqu'un qui se souciait vraiment des autres et de ses amitiés. Quelque peu introvertie, si vous appreniez à la connaître, vous découvriez rapidement qu'elle avait plein de choses à dire et qu'elle se souciait vraiment des autres. » Elle ajoute, au-delà de l'athlétisme, elle aimait chanter et danser au karaoké avec ses amis les plus proches. Pendant ses études, Lauren aimait se rendre à l'église où elle aimait chanter pour la chorale et inviter les autres à venir l'encourager et à chanter avec elle. Concernant sa rencontre avec celui qui sera son bourreau plus tard, Lauren vivait à Salt Lake City depuis quelques années lorsqu'elle a rencontré Melvin Rowland dans un bar populaire du centre-ville où il travaillait comme videur. Il lui a dit qu'il était dans l'armée et qu'il avait suivi une formation d'agent de sécurité. Ils se sont revus à plusieurs reprises et ont décidé de se mettre en couple. Mais Melvin n'a pas été tout à fait honnête avec Lauren. En effet, elle ne tarda pas à découvrir la vérité. Il était en liberté conditionnelle et sur la liste des délinquants sexuels. Melvin avait dit à Lauren qu'il avait 28 ans et qu'il s'appelait Sean Fields alors qu'il en avait 37. I'm worried that he's dangerous. He was lying to her, okay. And he's actually a sexual offender, and lied about his age and things like that. I would just like someone to accompany her. Elle l'a confronté en face à face dans son dortoir. Il a reconnu les faits. Sauf qu'après cette découverte et ne lui faisant plus confiance, Lauren décide alors de mettre fin à leur relation. Melvin ne l'accepte pas et continue d'envoyer à Lauren des messages et des menaces. Pour la culpabiliser, Melvin ira même jusqu'à demander à ses amis de publier de faux articles sur son suicide sur les réseaux sociaux et d'accuser Lauren d'en être la cause. I got a text about, asking if I wanted to go to his funeral, and I think they're trying to lure me somewhere. Il ne s'est pas arrêté là. Il a tenté à plusieurs reprises et a réussi à entrer dans la résidence de Lauren. À un moment donné, il a même demandé 1 000 € pour l'empêcher de publier des photos explicites de deux. Le body shaming consiste en la publication de vidéos ou photos dénudées de sa partenaire afin de l'humilier après une rupture. I'm being blackmailed for money. It's a photo of me and my ex. They're threatening to send it out to everyone, and he's asking for $1,000. Lauren décide alors de payer pour qu'il arrête. Alors que les actions de Melvin s'intensifiaient, Lauren a commencé à exprimer ses inquiétudes auprès de sa famille et de ses amis les plus proches. Elle savait que Melvin était un escroc et très manipulateur, mais elle ne croyait pas qu'il soit une menace et que sa vie soit en danger. Elle souhaitait s'occuper de la situation par elle-même. Mais, selon les déclarations de ses amis, cela la rendait de plus en plus inquiète et elle commençait même à être effrayée par les actions de Melvin envers elle. Face à cette situation qui dégénère, Lauren décide alors d'alerter la police du campus le 12 octobre 2018 afin de signaler qu'elle était harcelée. Elle évoque cela auprès de l'officier en service d'Eras. Le lendemain, elle repart une seconde fois pour signaler cette fois-ci l'extorsion dont elle a été victime de la part de Melvin afin qu'il ne diffuse pas ses photos dénudées.
Malgré l'ensemble des témoignages, la police, y compris l'officier d'Eras, n'a jamais enquêté sur ces allégations. À un moment donné, ce même officier l'appelle avec une demande étrange. En effet, il lui demande de lui ramener quelques photos dénudées et explicites d'elle qu'elle a mentionnées dans l'affaire. Malheureusement, on apprendra plus tard que ce n'était pas à des fins d'enquête, mais que l'officier d'Eras les a téléchargées sur son téléphone personnel et a été entendu se vanter auprès de ses collègues en faisant des remarques misogynes et désobligeantes concernant l'apparence de Lorraine, au lieu de prendre au sérieux ses menaces. On apprendra d'ailleurs qu'avant le drame, Lorraine a appelé la police du campus 6 fois à propos de Melvin, quelques jours précédant son assassinat. L'après-midi du 22 octobre 2018, l'ex-petite amie de Lorraine, Melvin, l'a attendue dans sa résidence pendant quelques heures. À 20h20, alors que Lorraine était au téléphone avec sa mère, Melvin l'a confrontée. Puis, à 21h55, il l'a traînée violemment sur le parking devant son dortoir, lui faisant tomber son téléphone encore en communication avec sa mère, ainsi que l'ensemble de ses affaires. À 20h23, Matt, le père de Lorraine, prévenu par son épouse qui a assisté à la détresse de sa fille à distance, alerte la sécurité du campus que sa fille est en danger. She just started saying, no, 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 no. And it sounded like someone might have been grabbing her or something. Mais il est déjà trop tard. Lorraine a été abattue de cette balle. Après son crime, Melvin, qui a pris la fuite, est allé à un rendez-vous amoureux avec une autre femme. Plus tard, il a couru dans l'église Trinity après que la police l'ait repéré et s'est suicidé à l'intérieur quelques heures après la mort de Lorraine. Concernant cette arme, il l'avait empruntée à un ami. Celui-là sera d'ailleurs condamné à 3 ans de prison par la suite. Les parents de Lorraine diront plus tard, avec le recul, que le meurtre de leur fille aurait pu être évité. Sa mère Jill a déclaré « Les agents n'ont jamais vérifié le statut de délinquant de l'assassin de Lorraine. Après que la police ait pris sa déposition, ils auraient pu facilement découvrir que Melvin était en liberté conditionnelle et le mettre en prison sur le champ. J'aurais voulu qu'à ce moment-là, qu'un adulte responsable l'ait écouté et cru. Melvin était en liberté conditionnelle et aurait pu être placé en garde à vue. 3 jours avant le drame, Lorraine avait même envoyé un email à la détective afin que les informations sur les antécédents de Melvin remontent. La détective n'a malheureusement lu le mail qu'après la mort de Lorraine. L'amie de Lorraine, Shelby Gonzalez, a ajouté « Jeudi, avant que nous perdions Lorraine, elle m'a demandé de venir à la bibliothèque pour la rencontrer car elle avait besoin d'aide. Elle a dit que la police ne la croyait pas à propos de son ex effrayant et qu'elle ne savait plus quoi faire. » Il s'avère que Lorraine a non seulement été victime de son assassin, mais également du laxisme de la sécurité des dortoirs, qui, au travers d'une culture macho qui minimise les plaintes des étudiantes, ont également contribué à sa mort. La mère de Lorraine a regretté que la sécurité n'ait jamais admis que la mort de Lorraine aurait pu être évitée ou s'est excusée ou pris la responsabilité de son échec. Il leur est difficile de changer s'ils ne reconnaissent pas leur échec. Cela doit se produire à l'avenir. Après le meurtre de Lorraine, sa coéquipière et amie Brooke Martin était sous le choc. Elle a créé une peinture murale en l'honneur de Lorraine et a aidé à créer une association afin de protéger les étudiantes pour ce genre de méfaits. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Après le drame, l'université a décidé de limoger toute l'équipe de sécurité, y compris l'agent d'Eras. On apprendra par la suite que l'ancien chef de la police de l'université de l'Utah, Dale Brophy, et l'ancien officier Miguel d'Eras, ainsi que 3 autres personnes, ont intenté une action en justice contre l'école. Ils affirment avoir été maltraités lors des retombées de l'affaire Lorraine. Les anciens officiers allèguent que l'université les a maltraités et utilisés comme bouc émissaire au milieu des protestations du public selon lesquelles le cas de Lorraine a été maltraité. Le chef de la police a été mis en pré-retraite en 2019 et a reçu un salaire d'1 année complète et une prime de $6,000. Les anciens agents de police réclament aujourd'hui $10 millions à l'université. Leurs avocats ont déclaré « L'objectif apparent de l'université était d'attirer l'attention du public sur les policiers plutôt que sur leurs propres défaillances et actes répréhensibles institutionnels en relation avec le cas de Lorraine. Les anciens officiers affirment que leur réputation et leur intérêt en matière de liberté ont été lésés.
Ils ont subi une perte d'emploi injustifiée et ont été rendus inemployables en raison de la stigmatisation créée et cultivée par l'université. I know I have that capability of reoffending. Welcome back. It's been nearly now a month since California college student Brianna Dennison disappeared in Reno. It could be anyone that you least suspect. And we're asking you to really look at the time of the abduction or up until now somebody that's been missing that just took off. If you have any suspicions whatsoever, please call. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la ville de Reno dans le Nevada. En janvier 2008, une jeune femme de 19 ans nommée Brianna Dennison, étudiante, est de retour dans sa ville natale suite aux vacances d'hiver. Elle a assisté à différents événements et elle a vu certains de ses amis d'enfance qu'elle n'a plus vus depuis qu'elle est à l'université de Californie. Avec ses amis, ils rattrapent le temps perdu. Ils sortent, ils se rendent à différentes fêtes et au casino. Après une journée fort chargée, Brianna finit chez des amis et elle s'avachit sur le canapé. Ils partent donc tous dormir dans leurs chambres respectives et Brianna reste sur le canapé. La nuit passe et les amis commencent à se réveiller peu à peu. Ils ont rapidement réalisé que Brianna n'était plus du tout dans la maison. Ils ont immédiatement alerté la police. La théorie qu'ils croyaient tous était qu'à un moment donné, au cours de cette nuit, une personne était entrée et avait enlevé Brianna. Cette histoire se passe dans la ville de Reno qui compte à peu près 250 000 habitants. Elle est entourée de montagnes. Surnommée la plus grande petite ville du monde, Brianna aimait se rendre régulièrement dans sa ville natale. Elle est née en mars 1988 et a grandi à Reno avec son jeune frère Brighton et sa mère Bridget. Son père, Jeff, est malheureusement décédé quand elle avait 6 ans. Sa famille décide alors d'emménager chez la mère de Bridget un certain temps avant de revenir finalement à Reno. Brianna, surnommée Bri, aimait voyager. Elle a parcouru le monde en passant par le Mexique, l'Italie, le Japon, la Hongrie, la France. Elle ira même jusqu'à vivre 1 an à Rome. Elle est diplômée de l'université de Reno en 2006 et elle voulait travailler en compagnie des enfants. C'était une personne très intentionnée. Pendant ses études sur la psychologie de l'enfance, elle a candidaté et a été prise au collège de Santa Barbara. En 2008, elle est alors à sa 2e année, occupant en parallèle un poste de fille au père en Oregon. Durant ces fameuses vacances d'hiver, Bri est donc revenue dans sa ville natale pour les passer avec sa famille et ses amis. Le samedi 19 janvier, alors qu'elle avait passé sa journée en compagnie de sa mère, le soir elle décide de se rendre à un concert en compagnie de ses amis au centre-ville de Reno. Ils se rendent ensuite à l'hôtel Regency et au casino où Brianna et ses amis ont fait la fête toute la nuit. Ils ont ensuite été aperçus en train de prendre le petit déjeuner au restaurant du casino, puis se rendent tous se poser dans la maison d'autres amis. Il était entre 3h30 et 4h du matin. Nous sommes donc le matin du dimanche 20 janvier lorsque les amis de Brianna, Jessica et Katie, réveillés encore éméchés de la veille, constatent la disparition de Brianna. La maison se trouvait à proximité d'un campus universitaire. Il est environ 9h du matin lorsque les amies descendent. Elles allaient commencer à préparer le petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'elles ont remarqué que Bri, qui était censée dormir sur le canapé, n'était plus là. Le canapé se trouvait juste en face de la cuisine. Elles étaient étonnées qu'elle ne soit pas là, sachant que Brianna était morte de fatigue à 4h du matin. Elles se sont rendues à l'étage pensant que Bri avait occupé une des 2 chambres de colocataires qui s'étaient absentées cette nuit-là. Elles toquent alors aux différentes portes, mais elle n'était pas là. Elles ont ensuite pensé que Bri s'était absentée un instant chercher quelque chose en extérieur, mais elle n'est jamais rentrée. Il aura fallu 2 heures pour que Jessica et Katie réalisent que Brianna n'était plus du tout dans la maison. Ce qui les a interpellés est le fait que même si Bri avait décidé de rentrer chez elle plus tôt que prévu, pourquoi aurait-elle laissé l'ensemble de ses affaires sur le canapé, notamment son téléphone, son sac à main et surtout ses chaussures? La veille, elle s'était endormie habillée d'un simple débardeur et d'un pantalon de survêtement. Sachant que c'est l'hiver, comment aurait-elle pu sortir sans sa veste, sans ses chaussures, alors qu'il y a un froid glaçant à Reno? Katie, inquiète, appelle dans un premier temps Bridget, la mère de Brianna, pour savoir si Bri était en sa compagnie. Bridget, la mère morte d'inquiétude, décide alors de se rendre chez les amis de Bri. Avant son arrivée, une découverte troublante est faite. Avant d'aller dormir, ses amis avaient laissé un oreiller et une couverture pour elle. La couverture était toujours là, sur le canapé, mais sur l'oreiller, elles ont vu quelque chose qui ressemblait à du sang. Elles décident alors d'alerter immédiatement la police. This is Robert. Can I help you? Hi, I need the police at my house. My friend spent the night last night on my couch. She's gone, and there's something that looks like blood on the pillow, and all her stuff's still here.
La maison est devenue une scène de crime. La police a tout de suite pensé à un enlèvement durant la nuit. Quelque chose se serait donc passé durant un laps de temps de 5 heures, sachant qu'elles sont toutes rentrées à la maison vers 4 heures du matin et que Jessica et Katie se sont réveillées vers 9 heures du matin. On sait que durant ces 5 heures, Brianna a envoyé un dernier message à son petit ami à 4h26. Le canapé sur lequel Brianna a dormi se trouvait à proximité d'une porte en verre. Elle était donc clairement visible de l'extérieur. La porte n'avait pas été verrouillée. La police a alors pensé que quelqu'un s'était faufilé et s'est attaqué à Brianna alors qu'elle dormait sur le canapé et l'a ensuite enlevée pendant que ses amis dormaient juste au-dessus d'elle à l'étage. Is one of the nicest girls, and if whoever did this is watching, just she's so nice. Just please pay her back. Bree is 19-year-old Brianna Dennison, a college student who went to a concert and a party in downtown Reno Saturday. She spent the night on a couch at her friend's house, but by early Sunday morning, she had vanished. She wasn't there, and I noticed blood on the pillow, so we called the cops, and from there it's just been a nightmare. Dennison's family is not giving up hope, but said they are confused by the events of the night. What scares me is like the dog not barking. Did he know that person that came in? Did they sleep through a dog barking? Why did Brianna not scream? À part l'oreiller, il n'y avait aucune trace de violence, de bagarre ou de traumatisme. Les portes étant déverrouillées, aucune trace d'effraction n'était apparente. La personne qui a fait cela a enlevé Brie, habillée de son simple débardeur pour l'emmener je ne sais où. La maison se trouvant dans un coin, cela aurait facilité les allées et venues de l'agresseur sans qu'il soit repéré. Les jardins, les rues et les égouts des environs ont été fouillés. L'oreiller taché de sang a apporté des informations complémentaires à la police sur ce qui aurait pu se passer. On a retrouvé du mascara et une morsure sur l'oreiller. Il semblerait que l'agresseur l'ait donc maintenu sur le visage de Brie comme pour l'empêcher de crier. Le sang a été déterminé comme appartenant à Brianna. Par la suite, on constate également que Brianna n'aurait pas été sortie par la porte empruntée initialement par l'agresseur pour entrer, mais par la porte de derrière. Des relevés d'ADN ont été réalisés sur la poignée et aucune trace d'ADN n'appartenait à aucun habitant de la maison. La personne ne se trouvait pas non plus dans les fichiers de police. Dans un premier temps, Katie a orienté la police vers un inconnu qui les avait déposés chez elle ce soir-là. Elle pensait que ce gars étrange qui les avait déposés était revenu plus tard dans la nuit. Le véhicule a été retrouvé, mais cette piste n'a rien donné. La police passe alors un message, 1 mois après la disparition de la jeune étudiante, en demandant aux habitants de les contacter s'ils avaient le moindre élément ou le moindre doute. On apprendra par la suite que dans ce même quartier, une femme avait également été enlevée et agressée sexuellement. En effet, 1 mois avant l'enlèvement de Brianna, une étudiante étrangère de 22 ans à l'université de Nevada a été attaquée au matin dans le parking du campus. La maison où se trouvait Brianna était à proximité immédiate du même campus. La jeune étudiante se rendait chez elle lorsque quelqu'un est arrivé par derrière et l'a assommée. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était dans un camion et ce même homme l'avait agressée sexuellement. Elle a réussi à s'enfuir et a donné un signalement à la police. C'est un homme blanc et une camionnette de marque Toyota. Elle a remarqué une chaussure de bébé sur le siège arrière du véhicule. Son agresseur avait conservé ses sous-vêtements comme un trophée. La police a donc remis la main sur le kit de viol et a constaté que l'ADN du violeur correspondait à l'ADN retrouvé sur la poignée de porte lors de l'enlèvement de Brianna. C'était donc le même homme, et c'est donc un récidiviste. La police donne un descriptif. Un homme blanc entre 28 et 48 ans, d'1,60 m à peu près, il a des poils sur le visage et une forte corpulence. Il conduit une camionnette ou un SUV. Il demande également aux étudiants d'être prudents. Suite à cela, une autre femme s'est manifestée et a dit avoir également été attaquée et que cela s'est déroulé en octobre. Elle dit ne pas avoir signalé par peur, mais qu'elle le faisait aujourd'hui afin d'aider à retrouver Brianna. L'agression a également eu lieu sur le campus universitaire du Nevada, sur le parking. L'agresseur aurait pointé une arme sur elle et l'aurait également agressée sexuellement. Il a conservé ses sous-vêtements. Elle a vu son visage et a pu donner une description. 3 attaques en à peine 3 mois. Il recommencera encore s'il n'est pas arrêté. La police dispose d'un croquis, d'ADN. Ils ont testé tous les délinquants sexuels connus de la région et cela n'a rien donné. À la mi-février, un homme qui était en pause déjeuner traverse un champ et retrouve quelque chose. Malheureusement, c'était Brianna. Au vu de l'état du corps, une analyse a été faite et a prouvé que c'était bien elle. À côté de son corps, 2 ensembles de sous-vêtements ont été retrouvés. Il semblait que l'agresseur s'amusait avec la police. Une analyse ADN a été réalisée et un sous-vêtement aurait été subtilisé à Katie, qui vivait dans la maison où Brianna se trouvait, et un autre à une femme inconnue.
Sur Brianna, on retrouve des marques de ligature. Elle aurait été étranglée à mort avec cette paire de sous-vêtements. Les mois passèrent. Un nouvel appel est réalisé pour retrouver le prédateur. Finalement, en novembre 2008, la police reçoit une piste. Un nom est donné. Un certain James Biela. Il ressemblait fortement au croquis fait par l'une des victimes. Il disposait de la voiture décrite par une autre victime. La fameuse chaussure de bébé appartiendrait à son fils de 4 ans. En février, date à laquelle Brianna a été découverte, il venait de quitter son emploi, a vendu sa camionnette et a racheté un nouveau véhicule. James est né en 1981. Il avait donc 7 ans de plus que Brianna, il avait 27 ans au moment des faits. Sa famille est arrivée depuis peu dans la région de Reno, il aimait faire la fête. Il a rejoint les Marines après le lycée mais a été viré en 2001 à cause de la consommation de stupéfiants. Il a intégré un travail dans le bâtiment. Il a eu une ordonnance restrictive de la part de son ancienne petite amie. Une autre fois, alcoolisé, il aurait menacé un de ses voisins avec un couteau. Il est donc interpellé, il subit un interrogatoire et est devenu nerveux quand la police a évoqué le cas de Brianna. Il a refusé de donner un échantillon de son ADN. Il a donné son alibi. Le jour du drame, il a dit avoir été en compagnie de sa petite amie. La police l'a alors interrogé. Il s'est avéré que c'était elle qui avait contacté la police anonymement pour donner le nom de Jamie après avoir retrouvé des sous-vêtements à l'arrière de son véhicule. Elle a donné son accord pour que la police prenne l'ADN de son fils de 4 ans pour faire le lien avec son père Jamie. L'ADN a matché et il a été arrêté. On verra l'interrogatoire où l'homme avoue tout à sa femme. Did you do this? Oh my God! Did you? Did you? I don't know if I should hit you or hug you. Did you, Judy? Did you look me in the face? Did you? Did you? No, it's not the time. Well, I don't know what the time is. I can't right now. As if you didn't do it in a fight to prove your innocence, With what? DNA, DNA. What the does it matter? And you get an attorney? Oh yeah, that'll work. That's gonna work. I can't tell you anything. Doesn't matter. It does matter It to me. doesn't matter. It matters to me. And if I told you I did it, you'd still love me and be with me. James est alors en état d'arrestation. C'était un violeur et un tueur en série. Il a été jugé en 2010 et a plaidé non coupable. Le procureur a appelé l'ancien superviseur de Jamie, John Latham, qui a déclaré que le 15 février 2008, après la découverte du corps de Brianna, il avait quitté son job et avait déménagé. Le jury l'a finalement déclaré coupable de 9 chefs d'accusation. Il a été condamné à mort. Il a fait appel, mais bien évidemment, ils ont tous été rejetés. Le 9 juin 2017, Zhang, qui se trouvait à un arrêt de bus, a été attirée dans la voiture d'un homme qui se faisait passer pour un policier en civil. Elle sera enlevée puis assassinée. Voici leurs histoires. Zhang est née le 21 décembre 1990 dans la ville de Nanping en Chine. Elle a grandi avec ses 2 parents et avait un frère cadet. Artiste dans l'âme, elle aimait jouer dans un groupe avec ses amis et avait l'ambition de devenir professeure. En 2013, elle récolte les meilleurs résultats et devient major de sa promo. 3 années plus tard, elle sortira diplômée de l'université de Pékin. Elle devient chercheuse et sera même reconnue pour ses travaux scientifiques et est invitée à l'Académie chinoise des sciences. Par la suite, elle a eu l'opportunité d'étudier à l'étranger et l'a saisie car elle avait hâte d'expérimenter d'autres cursus, de changer de pays et de connaître de nouvelles personnes. En avril 2017, elle arrive donc aux États-Unis pour mener des recherches sur la photosynthèse et la productivité des cultures durant 1 année au département des ressources naturelles et des sciences de l'environnement au sein de l'université prestigieuse de l'Illinois. Elle finit par intégrer le programme de doctorat de l'université. La même année, elle prévoyait également d'épouser son petit ami Xiaolin Hu. Dans l'après-midi du 9 juin 2017, Zhang voyageait dans un bus en direction d'un complexe d'appartements hors campus
où elle prévoyait de signer pour un nouveau logement. Étant en retard, elle envoie un premier SMS à l'agent immobilier à 13h39 pour l'informer qu'elle arriverait vers 14h10. Après avoir pris un bus, elle est sortie à 13h52 et a essayé d'attraper sa correspondance. Toutefois, s'étant trompée de sens de rue pour embarquer, le bus ne s'est pas arrêté après qu'elle lui ait fait signe. En effet, les bus ont l'interdiction de s'arrêter pour les piétons du mauvais côté de la rue, car cela les encouragerait à traverser rapidement et qu'ils risqueraient alors de se heurter à la circulation des véhicules venant en sens inverse. Après avoir loupé sa correspondance, Zhang décida alors de marcher jusqu'à un autre arrêt de bus à quelques rues de là, au coin de North Godwin, juste en face de la station de l'université. Les caméras de vidéosurveillance ont montré qu'une voiture de marque Saturn Astra et de couleur noire est passée près d'elle une première fois à 14h alors qu'elle l'attendait à l'arrêt de bus, puis a fait demi-tour et s'est arrêtée près d'elle à 14h03 très exactement. Zhang a ensuite été aperçu en train de parler au conducteur pendant environ 1 minute, puis de monter dans le véhicule. En parallèle, l'agent immobilier qui attendait toujours lui a envoyé de nouveau un message vers 14h38, mais n'a reçu aucune réponse. Au fil des heures, les amis de Zhang, conscients du fait qu'elle ne devait faire qu'un aller-retour et s'attendant à ce qu'elle revienne rapidement, sont devenus de plus en plus inquiets. À 21h24, un professeur agrégé de son université a été informé et décide de donner l'alerte en appelant la police pour signaler sa disparition. Le département de police de l'Université de l'Illinois et le département de police d'Urbana ont travaillé avec des agents du FBI pour localiser Zhang le plus rapidement possible, allant même jusqu'à offrir une récompense de $10 000 pour toute information menant à sa localisation. La communauté étudiante chinoise de l'université a aidé à coordonner les efforts de recherche sur et autour du campus. Le 17 juin, le père de Zhang est arrivé à Champaign pour s'entretenir avec la police et les autorités afin d'aider à la recherche. Le 19 juin, l'Université de l'Illinois surenchérit et annonce une récompense de $40 000 en plus pour les informations menant à l'arrestation de l'individu ou les individus responsables de l'enlèvement apparent de Zhang. Cette récompense est d'ailleurs la plus importante offerte ces 30 dernières années. 1 mois plus tard, la récompense a été augmentée à $50 000. La famille de Zhang a dit qu'elle ne quitterait pas le pays tant qu'elle n'aurait pas été retrouvée. Le 19 août, c'est au tour de la mère et du jeune frère de Zhang de venir aux États-Unis. Plusieurs citoyens avaient rapporté avoir vu une femme asiatique correspondant à la description de Zhang à Salem le 16 juin. La famille de Zhang décide alors de se rendre dans cette ville pour suivre des pistes possibles et le FBI a enquêté sur les rapports, mais il a été déterminé plus tard que la femme décrite n'était pas Zhang. Les policiers ont toutefois déterminé qu'il y avait 18 modèles correspondant aux véhicules repérés enregistrés auprès des propriétaires dans la région du comté de Champaign. L'un de ces véhicules était immatriculé au nom de Brent Christensen, un résident de Champaign. Brent est né le 30 juin 1989, c'est un ancien étudiant de l'Université de l'Illinois. Il a été diplômé en 2013. Brent s'est ensuite marié en mars 2011. Au moment du meurtre de Zhang, Brent était dans une relation libre. Sa femme était en déplacement professionnel hors de la ville le week-end du meurtre. Le 12 juin 2017, les enquêteurs ont interrogé Brent et ont inspecté sa voiture. Pendant son interrogatoire, il aurait affirmé qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait au moment de la disparition de Zhang. Il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il dormait peut-être ou qu'il jouait aux jeux vidéo à la maison. Le 14 juin, les enquêteurs ont de nouveau examiné les images de vidéosurveillance et ont observé que le toit ouvrant de la voiture était similaire à celui de la voiture de Brent. Ils ont également noté que la voiture dans la vidéo avait un enjoliveur fissuré et après avoir réinspecté la voiture de Brent, ils ont constaté qu'elle avait le même enjoliveur fissuré. Ils ont conclu que la voiture dans les images appartenait bien à Brent. Le 15 juin, la police locale et les enquêteurs du FBI ont interrogé Brent de nouveau et ont obtenu un mandat de perquisition pour sa voiture. La Saturn Astra noire a d'abord été remorquée dans une baie sécurisée du département de police. Le 18 juin, les enquêteurs ont noté que la porte passagère de sa voiture semblait avoir été nettoyée avec plus de diligence que les autres portes du véhicule. Ce qui, selon eux, peut indiquer une tentative ou un effort pour dissimuler des preuves. Plus tard, en utilisant le luminol, ils arriveront à détecter les traces de sang de Zhang.
Lors de l'interrogatoire du 15 juin, Brent a finalement admis qu'il avait emmené une femme asiatique en voiture, mais a déclaré qu'il avait déposé après seulement quelques pâtés de maison. Les agents de police se sont alors rendus à l'appartement de Brent et ont réussi à obtenir la permission écrite d'un autre occupant de la résidence pour la perquisition et la saisie d'articles à la résidence. Des agents ont alors pris possession d'ordinateurs et d'un téléphone portable appartenant à Brent, puis ont demandé à obtenir un mandat de perquisition fédéral pour un examen médico-légal du téléphone. Brent est finalement relâché, mais les forces de l'ordre l'ont placé sous surveillance continue. Le 16 juin, la femme de Brent a été rapprochée par les enquêteurs du FBI et a accepté de porter un micro, pensant que cela disculperait Brent s'il n'avait pas commis le crime. Le 29 juin, Brent a assisté, ironiquement, à une commémoration de Zhang avec sa femme, qui était donc équipée d'un micro. It was unbelievable. Like she was just one. So I took her head off. That was the end of it, right? Like that was actually the end of it. Like no, none of this zombie. She was done. Brent a avoué à sa femme qu'il avait ramené Zhang à son appartement, qu'il y avait détenu contre son gré. Il s'est vanté auprès d'elle qu'il était un tueur en série et que Zhang était sa 3e victime, mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'autres victimes en douter de cette affirmation. Le 30 juin, le FBI l'arrête et il est accusé d'enlèvement à vertu d'une loi fédérale. Selon cette loi, si un enlèvement entraîne la mort d'une personne, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort est prescrite. Le rapport du FBI a noté qu'en avril, peu de temps avant l'enlèvement, Brent a utilisé son téléphone portable pour accéder à un site web de fétichisme sexuel, mais il n'y avait aucun antécédent judiciaire et aucun dossier de problème disciplinaire à l'université lorsqu'il y était étudiant. Lors de son audience, le 5 juillet, le magistrat a refusé la libération sous caution, notamment car le corps de Zhang était toujours porté disparu et que la dernière personne qui l'avait vu était Brent. L'avocat de Brent a fait valoir qu'il devrait être libéré sous caution en raison de son absence de casier judiciaire. Le 12 juillet 2017, un grand jury fédéral a officiellement inculpé Brent pour l'enlèvement de Zhang. L'acte de l'accusation allègue que Brent a volontairement et illégalement saisi, séquestré, surveillé, leurré, kidnappé, enlevé et emmené Zhang et l'a autrement détenu par son propre bénéfice et à ses propres fins et a utilisé et fait utiliser un téléphone cellulaire Motorola et un véhicule à moteur Saturn Astra dans la perpétration et la poursuite de la commission de l'infraction. Lors de sa mise en accusation le 20 juillet 2017, Brent a plaidé non coupable. Le procès a commencé en juin 2019 avec l'avocat de Brent qui admettait que son client avait tué Zhang et qu'il était jugé pour sa vie parce qu'il risquait la peine de mort. Des preuves ont été fournies démontrant qu'avant que Brent n'enlève Zhang, il s'était fait passer pour un policier en civil et avait tenté d'enlever une autre étudiante nommée Emily Hogan. Il a demandé à Emily de monter dans sa voiture, mais elle a refusé et il est parti. L'étudiante l'avait d'ailleurs signalé à la police et avait publié l'incident sur les réseaux sociaux. Concernant le jour du drame, Brent a avoué qu'après avoir récupéré Zhang plus tard dans la matinée et l'avoir ramené à son appartement, il l'a étouffée, violée, puis l'a poignardée dans sa chambre avant de la traîner dans sa salle de bain et où il l'a battue avec une batte de baseball et l'a décapitée. Le 24 juin 2019, Brent a été reconnu coupable d'un chef d'enlèvement ayant entraîné la mort et de 2 chefs d'accusation de fausses déclarations à des agents du FBI. Pendant les délibérations, les jurés n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour la peine de mort, en conséquence, il a été condamné à la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le 18 juillet 2019. Après le procès, les procureurs ont révélé des informations sur la dépouille de Zhang. Le lendemain du drame, Brent a affirmé avoir mis le corps démembré de Zhang dans 3 sacs poubelles séparés qu'il a ensuite jetés dans des bennes à ordures à l'extérieur de son appartement. Malheureusement, la benne à ordures dans laquelle a été placé l'ensemble des restes a été vidée 3 jours avant le drame et le contenu a été enfoui sous 30 pieds de déchets. La récupération des restes de Zhang serait difficile et la recherche de ces restes n'a pas pu commencer. En octobre 2019, Brent a été transféré au Kentucky pour commencer à purger sa peine à perpétuité, puis a finalement été transféré à la prison de Floride en 2021.
Brittany Drexel, une jeune femme de 17 ans, disparaît le 25 avril 2009 alors qu'elle célèbre le Spring Break avec des amis en Caroline du Sud. Voici leurs histoires. Brittany est née à Rochester, dans l'État de New York, le 7 octobre 1991. Son père biologique était d'origine turque. Sa mère, Dawn, l'a eue alors qu'elle était une jeune adolescente. Abandonnée par le père, elle décide alors d'élever seule sa fille Brittany. Toutefois, peu de temps après la naissance de Brittany, Dawn, la mère, rencontre Chad Drexel et décide de l'épouser. Il adopte alors la jeune fille à ce moment-là. Brittany est née avec une malformation à son œil droit, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a malheureusement rendu son œil aveugle. Pour couvrir la tendance de l'œil à errer, elle portait des lentilles de contact qui lui donnaient une apparence distinctive. En avril 2009, Brittany a demandé à sa mère si elle pouvait aller à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pendant les vacances de printemps avec son petit ami et quelques copines. Sa mère a refusé car elle ne connaissait pas les autres adolescents et qu'il n'y avait pas d'adultes qui accompagnaient le voyage et qui puissent les surveiller. Elle avait également un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de dramatique allait se produire. Ce refus a engendré plusieurs disputes entre la mère et la fille pendant plusieurs jours jusqu'au 22 avril, lorsque Brittany a demandé si elle pouvait se rendre chez un ami pendant 1 ou 2 jours pour se calmer. Au vu de l'ambiance tendue, sa mère Dawn décide de faire une concession et accepte afin d'amortir la situation de conflit avec sa fille. En réalité, ce jour-là, Brittany est partie pour la Caroline du Sud avec les autres étudiants sans le dire à sa mère. 3 jours plus tard, alors qu'elle et son groupe sont arrivés à l'hôtel Bar Harbor à Myrtle Beach, Brittany a appelé sa mère une fois pendant la journée et lui a dit qu'elle était à la plage. Sa mère n'était pas alarmée car elle supposait que Brittany faisait référence à une plage le long de la rive du lac Ontario, ce qui lui a semblé plausible puisque la température dans la région de Rochester avait atteint un maximum de 28 degrés ce jour-là. Cette nuit-là, vers 20h, Brittany a laissé ses amis au Bar Harbor Hotel en bord de mer pour marcher 2,5 km au sud du South Ocean Boulevard pour se rendre chez un ami de longue date qui séjournait à l'hôtel Blue Water Resort. Les caméras de sécurité de cet hôtel l'ont montré arriver. Elle portait un sac à main beige et portait un débardeur noir et blanc, des tongs et un short. Les caméras l'ont capturée quittant l'hôtel vers 8h45. Brittany a envoyé un texto à son petit ami John Greco, qui est resté dans la région de Rochester pour son travail. Alors qu'ils s'envoyaient des messages, vers 9h15, ces textos se sont soudainement arrêtés et John, inquiet qu'elle ne réponde plus, a commencé à appeler ses amis à Myrtle Beach pour voir s'ils savaient où elle se trouvait et ce qu'il se passait. Après des énièmes tentatives et ne réussissant pas à la joindre, John, le petit ami de Brittany, décide alors d'en aviser un adulte. Il appelle Dawn, la mère de Brittany, qui ne savait pas que sa fille était à Myrtle Beach jusqu'à ce qu'il lui en fasse part. Dawn appelle alors son mari Chad, puis la police de Rochester, espérant qu'ils pourraient établir des communications avec leurs collègues en Caroline du Sud. En parallèle, elle continue d'appeler et d'envoyer des SMS sur le téléphone de Brittany, mais elle n'a jamais eu de réponse. La police a commencé à chercher Brittany le lendemain matin. Ils ont localisé les images de la caméra de sécurité du Blue Resort Hotel et ont trouvé les amis avec qui elle avait rendu visite. La dernière personne qui avait déclaré avoir vu Brittany avant son départ a été identifiée comme étant Peter Brozovic, un promoteur de boîte de nuit de 20 ans que Brittany avait connu dans la région de Rochester et qui était également en vacances à Myrtle Beach. Ils s'étaient apparemment rencontrés dans une boîte de nuit locale la veille. Après que la police ait interrogé Peter et les hommes avec qui il partageait sa chambre d'hôtel, ils ont déclaré qu'ils n'avaient rien à ce moment-là et qu'aucune personne potentiellement impliquée dans sa disparition n'a été retrouvée. La police a ensuite fouillé la chambre d'hôtel de Brittany, trouvant tous les vêtements qu'elle avait déjà préparés dans son sac, mais son sac à main ni son téléphone n'ont été retrouvés. Ils ont essayé de voir où avait borné le téléphone et se sont rendus compte qu'un dernier signal s'était arrêté tôt le matin du 26 avril. Les zones à proximité et autour de Myrtle Beach ont ensuite été fouillées pendant 11 jours. En 2011, la police a même fouillé un appartement dans le comté de Georgetown, mais cet effort n'a donné aucune information qui ait aidé à identifier un suspect. La police a enquêté sur sa disparition, mais aucun élément probant n'a été découvert. Dawn, la mère de Brittany, et Peter, la dernière personne à avoir vu sa fille avant sa disparition, ont eu plusieurs confrontations dans l'émission de télévision Dr. Phil, au cours de laquelle Peter a souvent exprimé sa frustration face aux dommages causés à sa réputation.
Dawn, qui s'était rendue à Myrtle Beach le lendemain de la disparition de sa fille, a finalement déménagé définitivement pour être au plus près de l'endroit où Brittany avait été vue pour la dernière fois et mieux suivre l'avancement de l'enquête. Dans un article de journal de 2014 sur le 5e anniversaire de l'affaire, Dawn a exprimé sa théorie selon laquelle sa fille aurait pu être victime d'enlèvement par un réseau de prostitution. Mais la police ne croyait pas qu'il s'agissait d'une forte probabilité en raison de leur affirmation selon laquelle peu ou pas de trafic a eu lieu dans leur juridiction. En juin 2016, le FBI a tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont déclaré qu'ils croyaient que Brittany avait été assassinée peu de temps après sa disparition, qu'elle avait été enlevée à Myrtle Beach et emmenée quelque part dans les environs de Georgetown, près de l'endroit où son téléphone portable a borné pour la dernière fois avant d'y être tué. Le bureau a mis en place une récompense de 25 000 $ pour les informations qui pourraient conduire à la résolution de l'affaire. En 2016, les agents du FBI ont reçu le tuyau d'un informateur en prison. Un certain Dakan Brown, un prisonnier qui venait de commencer à purger une peine de prison de 25 ans pour un homicide involontaire, il accuse Timothy Taylor. Il raconte qu'à l'époque, avoir vu l'adolescent de 16 ans abuser sexuellement de la jeune fille de 17 ans avec d'autres personnes dans une maison de McLaughlin. Il a ensuite entendu 2 coups de feu, dont il a supposé qu'ils étaient le son de la jeune femme tuée. Il affirme avoir vu un corps enveloppé, retiré de la maison puis jeté dans un des nombreux étangs d'alligators de la région. La mère de Timothy Taylor, une révérende, a insisté pendant des années sur le fait que son fils était innocent, affirmant que l'adolescent passait du temps à l'église, avait une heure de coucher stricte et n'aurait pas pu être impliqué dans le meurtre de Brittany. Les proches du garçon ont dénoncé l'enquête et l'impact sur la famille. Cette famille a été dévastée, ruinée au cours des 15 dernières années émotionnellement, psychologiquement, financièrement, de toutes les manières que vous pouvez imaginer jusqu'à la prochaine génération, a lancé le révérend Lawrence Bratton. Les défenseurs de la famille Taylor réclament justice pour l'adolescent. Les années de lutte contre les fausses accusations et la frénésie médiatique qui nous a tiré dessus nous a tous traumatisés. Affectant tous les aspects de notre vie, cela a publiquement remis en question sans raison notre famille, le caractère de nos familles, et cela nous a profondément ébranlés, a déploré la mère, adressant par ailleurs ses pensées à la famille de Brittany Drexel. Cependant, son nom est lavé de tout soupçon en mai 2022 après l'arrestation de Raymond Douglas Moody, un délinquant sexuel enregistré dans la région pour meurtre, enlèvement et conduite sexuelle criminelle au premier degré. Les restes de Brittany ont été retrouvés une semaine après cette arrestation dans une zone boisée de Georgetown, à environ 53 km de l'endroit où elle avait été portée disparue à l'origine. Les dossiers dentaires et les preuves ADN ont confirmé l'identification, a déclaré le shérif du comté Carter Weaver lors d'une conférence de presse. Raymond Douglas Moody de Georgetown, qui avait un long passé criminel de délinquance sexuelle, au moment de la disparition de Brittany a été accusé de meurtre, d'enlèvement et de comportement sexuel criminel au premier degré. Il aurait étranglé Brittany et enterré le corps quelques jours plus tard. La police avait déjà suspecté Raymond dans l'enquête en 2011 au moment de la disparition de Brittany. Il vivait dans un motel à moins de 5 km de l'endroit où sa dépouille a été retrouvée. La chambre de motel où Raymond Moody séjournait a été fouillée par les forces de l'ordre à l'époque, mais les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient pas trouvé suffisamment de preuves pour le nommer suspect. L'homme arrêté dans l'enquête sur la mort de Brittany a avoué les faits et a mené lui-même la police jusqu'au reste de son cadavre. Elle était recherchée depuis 2009. C'est finalement ce meurtrier qui a conduit la police à son cadavre. La mère de Brittany a déclaré aujourd'hui « C'est un sentiment qui est doux amer. Nous sommes proches de pouvoir enfin obtenir toutes les réponses à la paix à laquelle nous aspirons désespérément. » Elle a ajouté « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, les recherches pour Brittany sont terminées et deviennent désormais une quête de justice. »